Une soirée romaine inoubliable. Emmanuel Filiberto de Savoie et Adriana Abascal officialisent leur histoire au cœur de la ville éternelle. Il est des soirées qui marquent les esprits, des instants suspendus dans le temps où l'élégance se mêle à la symbolique, où les cœurs battent à l'unisson sous les regards discrets mais attentifs d'un public trié sur le volet. C'est exactement ce qu'il s'est produit au prestigieux Palazzo Ruspoli, en plein cœur historique de Rome, lorsque le prince Emmanuel Filiberto de Savoie, 52 ans, et la fascinante Adriana Abascal, 54 ans, ont fait leur première apparition officielle ensemble, en tant que couple. Le cadre était idéal, la cause prestigieuse. Un dîner de gala en l'honneur du concert du pianiste et homme d'affaires libanais Omar Harfouch. Sous les dorures des salons princiers et les fresques anciennes du palais, les deux personnalités ont fait une entrée remarquée, main dans la main, affichant une complicité naturelle et un charme irrésistible. Ce moment n'était pas anodin. Il marquait le début d'un nouveau chapitre dans la vie d'un homme dont le nom est lié à l'histoire millénaire de l'Italie. Une rencontre digne d'un roman. L'histoire de ce couple glamour commence loin de Rome, sous le soleil andalou de Séville. C'est lors d'un défilé de mode, événement emblématique où les mondes de la beauté, de l'art et du luxe se rencontrent, qu'Emmanuel et Adriana se croisent pour la première fois. Séville, ville d'émotions intenses et de tradition, aura été le théâtre d'un véritable coup de foudre. Dès les premiers échanges, l'attirance est palpable. Entre le prince cultivé et accessible et l'ex-reine de beauté au charisme rayonnant, l'alchimie s'installe sans effort. Adriana Abascal n'est pas une inconnue. Couronnée Miss Mexique en 1988, elle est devenue au fil des années une femme d'affaires accomplie, une personnalité médiatique reconnue et une figure de l'élégance internationale. Belle, brillante et indépendante, elle est le reflet d'une féminité moderne et affirmée. À ses côtés, Emmanuel Filiberto, petit-fils du dernier roi d'Italie, Victor Emmanuel III, n'a jamais fui les projecteurs. Surnommé le prince du peuple, il s'est souvent illustré dans les médias italiens, alternant les engagements caritatifs, les apparitions publiques et les projets culturels. Une officialisation qui ne laisse personne indifférent. C'est donc dans un cadre somptueux parmi les colonnes de marbre et les chandeliers étincelants du Palazzo Ruspoli que le couple choisit de se montrer officiellement pour la première fois. Leur arrivée fut saluée avec un mélange de surprise et d'admiration. Elle, sublime dans une robe longue aux teintes champagne, coiffée avec une simplicité raffinée. Lui, élégant dans un smoking noir parfaitement ajusté, arborant ce regard mi-timide, mi-fier des grandes occasions. Ils ont partagé la soirée avec naturel, multipliant les sourires, les échanges complices et les regards tendres. Ce n'était pas seulement une apparition mondaine, mais bien un moment fort, presque intime, dans lequel ils affichèrent une volonté claire, celle d'assumer cette relation au grand jour, avec classe et sérénité. Un tournant personnel pour le prince de Savoie. Cette apparition intervient peu de temps après une annonce discrète mais significative. Dans les colonnes du Corriere della Sera, l'un des plus grands journaux italiens, Emmanuel Filiberto a confirmé la séparation d'avec son épouse, l'actrice française Clotilde Courreau, avec qui il partage 2 filles. Une rupture traitée avec respect, loin du tumulte médiatique. Il s'agit là d'une décision mûrement réfléchie, empreinte de dignité, comme il sied à un prince. La venue d'Adriana dans sa vie semble symboliser un renouveau, un souffle nouveau après des années de vie familiale, de devoirs, de discrétion parfois contrainte. Avec elle, il semble prêt à réécrire son avenir, à construire une relation fondée sur l'admiration mutuelle, l'indépendance et la passion partagée pour l'art et la beauté. Une union de 2 mondes. L'un est issu de la tradition royale européenne, l'autre incarne le glamour latin dans ce qu'il a de plus vibrant. Ensemble, ils forment un duo étonnamment harmonieux, alliant prestige et modernité, raffinement et naturel. Leur relation, déjà surnommée par certains la fusion de 2 continents, mêle les héritages d'un vieux continent et la fougue d'une Amérique latine, dynamique et passionnée. Lors de la soirée, les regards n'ont cessé de se tourner vers eux. Des diplomates, des artistes,
Des personnalités du monde de la mode et des journalistes ont tous remarqué la fluidité de leur lien. Il ne s'agissait pas d'un simple jeu de façade, mais bien d'une présence mutuelle sincère et touchante. Un murmure parcourait la salle. Ils sont faits l'un pour l'autre. Le début d'une nouvelle ère? Rien n'est jamais certain dans les histoires d'amour, surtout lorsque les projecteurs sont allumés. Mais cette apparition publique a quelque chose d'unique. Elle ne sent ni la stratégie, ni le calcul. Elle respire au contraire la spontanéité, la tendresse et surtout une envie partagée d'aller de l'avant. Emanuele Filiberto, fort de ses origines mais aussi de ses expériences personnelles, semble désormais vouloir vivre pleinement, sans se cacher, sans retenue. Adriana, quant à elle, trouve peut-être en lui un partenaire à la hauteur de ses aspirations, entre élégance, culture et engagement. Un couple inspirant dans un monde en mutation. Alors que l'époque actuelle semble parfois désenchantée, où l'amour se vit à toute vitesse et souvent à demi-mot, le couple formé par le prince italien et la femme d'affaires mexicaine vient rappeler qu'il existe encore des histoires pleines de charme, de respect et d'authenticité. Leur apparition à Rome est plus qu'un fait divers mondain. C'est un symbole, celui d'un amour mûr, d'une rencontre entre deux univers, d'une volonté d'avancer ensemble. Leur sourire ce soir-là, leurs gestes pleins de délicatesse, la lumière dans leurs yeux, tout laissait présager un avenir prometteur. Et le public, conquis, n'a pu que s'incliner devant cette nouvelle idylle princière dans laquelle chacun trouve un miroir de ses propres rêves. La séparation a été décidée il y a 4 ans, révèle-t-il avec une franchise désarmante, le regard tourné non pas vers le passé, mais vers une forme d'acceptation paisible. Ces mots, à eux seuls, portent le poids d'un cheminement intime. Ils ne sont ni tranchants, ni douloureux, ils sont posés, presque doux, empreints d'un respect rare que l'on peine à retrouver dans les ruptures modernes. Car ici, il ne s'agit pas d'un amour brisé, mais d'un amour transformé. D'un lien qui, malgré l'épreuve du temps et du changement, continue de vivre sous une autre forme. Entre Emanuele Filiberto de Savoie, héritier d'un nom chargé d'histoire, et Adriana Abascal, icône de l'élégance latino-américaine, la fin de l'union ne ressemble à aucune autre. Leur histoire, loin d'un banal conte de fées achevé, demeure une chronique touchante de maturité, de tendresse et de loyauté. En septembre 2023, à l'occasion de ce qui aurait marqué leurs 20 ans de mariage, les noces de porcelaine, le prince a fait un geste symbolique d'une puissance silencieuse. Il a publié une photo en noir et blanc. De leur mariage, une image figée dans l'éternité, empreinte d'une émotion douce amère. En légende, il a choisi les mots du poète surréaliste Paul Éluard. « C'est à cause de toi que j'ai dit oui au monde ». Une citation à la fois intime et universelle qui traduit ce que furent leur rencontre, leur union, leur aventure commune. Ce n'est pas un simple hommage. C'est une déclaration dans laquelle transparaît toute la gratitude d'un homme envers la femme avec qui il a partagé une partie précieuse de sa vie. Malgré la distance imposée par la séparation, les signes d'une complicité profonde n'ont jamais disparu. Chaque fin d'année, les traditionnels bâillements cartes de Noël continuent de les montrer ensemble, unis, souriants, posant aux côtés de leurs 2 filles. Vittoria, aujourd'hui âgée de 21 ans, et Louisa, 18 ans. 2 jeunes femmes au regard affirmé, qui ont grandi sous les projecteurs, mais protégées par l'intelligence émotionnelle de leurs parents. Sur ces photos, tout semble fluide, harmonieux, comme si l'amour parental avait su prendre le dessus sur les tumultes du cœur. Nous sommes très complices. Je la respecte profondément. Je l'aime encore d'une certaine manière. Elle est et restera la mère de mes filles. Mes filles merveilleuses, confie Emanuele avec une honnêteté bouleversante. Pour comprendre la profondeur de ce lien, il faut revenir au début. Leur chaque rencontre a eu lieu à Séville, dans une atmosphère vibrante de glamour au cours d'un défilé de mode. Lui, prince héritier d'un trône évanoui, cherchait un ancrage. Elle, femme charismatique au parcours international, portait en elle la force des renaissances. Ils se sont trouvés là, dans un moment de grâce inattendu. « J'étais très heureux avec elle », déclare-t-il aujourd'hui, les yeux pleins de souvenirs.
Leur union a été marquée par des voyages, des projets partagés, une vie entre plusieurs mondes, l'Italie des ancêtres, la France de l'élégance, le Mexique du cœur. Ensemble, ils ont construit bien plus qu'une famille. Un partenariat basé sur l'écoute, la curiosité, l'admiration mutuelle. Mais le temps passe, les êtres changent, et parfois, malgré tous les efforts, l'amour romantique évolue vers autre chose. Cela ne signifie pas qu'il meurt. Au contraire, il trouve d'autres voies d'expression, plus subtiles, mais tout aussi sincères. « Que puis-je dire de moi-même » interroge le prince comme s'il réfléchissait à voix haute. Quand une histoire se termine, il faut savoir avancer. Mais avancer ne veut pas dire oublier. Cela signifie continuer tout en respectant les personnes que l'on a aimées. Et dans cette phrase, tout est dit. Il n'est pas question de tourner la page avec brutalité, mais de la relire avec tendresse. D'en conserver les plus beaux chapitres, ceux qui ont façonné une vie, une identité, une famille. Aujourd'hui, Emmanuel se concentre sur le présent, et surtout sur ce qui est bon pour l'équilibre de ses filles. Il insiste sur l'importance de leur bien-être émotionnel, de leur stabilité, dans un monde où l'image publique peut être aussi fragile qu'un cristal. Je pense que mes filles les comprennent aujourd'hui que le bonheur de leur père compte, qu'il est important pour moi de trouver quelqu'un avec qui je me sente bien. Ces mots résonnent avec une simplicité lumineuse. Ils montrent un homme qui, malgré son statut princier, n'a rien perdu de son humanité. Un père aimant, un compagnon respectueux, un homme libre. Il ne revendique rien, ne cherche pas à justifier ses choix. Il partage simplement une vérité humaine. Celle du passage du temps, de la transformation des liens, de la puissance de l'amour même dans l'absence. Son parcours prouve qu'il est possible d'aimer après l'amour, de respecter après la séparation, de construire autrement. Entre lui et Adriana, il reste ce lien invisible, tissé d'années, de souvenirs, de fous rires, de douleurs aussi, mais surtout d'une admiration intacte. Et peut-être est-ce là le plus bel exemple que l'on puisse offrir à une génération. Celui d'un amour adulte, humble, sincère, un amour qui n'a pas besoin d'éclat pour briller, car il a trouvé sa lumière intérieure. Adriana Abascal, beauté, pouvoir, résilience, le parcours fascinant d'une femme hors du commun. Qui est Adriana Abascal? Pour beaucoup, elle incarne l'élégance latine, une beauté flamboyante et une success story hors norme. Née le 31 octobre 1970 à Veracruz, au Mexique, Adriana n'était pas prédestinée à devenir l'une des femmes les plus influentes du monde hispanophone. Et pourtant, dès sa jeunesse, son charisme naturel, sa prestance et son intelligence l'ont propulsée dans les sphères les plus hautes de la société mexicaine et internationale. Sa vie est une véritable fresque aux multiples dimensions. Reine de beauté, muse des magazines, épouse de magnats, entrepreneuse visionnaire, icône culturelle, mère aimante et femme d'affaires accomplie. Tout commence véritablement en 1988, lorsqu'elle est sacrée Miss Mexique, à seulement 18 ans. Ce titre marque le début d'une ascension fulgurante. Un an plus tard, elle représente son pays au concours. Miss Universe, entrant ainsi sur la scène internationale. Son allure distinguée, ses traits raffinés et son regard déterminé la rendent inoubliable. Mais Adriana ne se contente pas d'un diadème et d'une écharpe. Elle comprend très vite que la beauté ne suffit pas. Il faut du courage, de l'ambition et de la vision pour exister durablement dans un monde en constante évolution. Rapidement, elle devient une figure incontournable du monde de la basta, mode anxiade et de la presse féminine. Elle pose pour les plus grands, Elle, Matnarka, Vogue, Marie-Claire. Hola, Vanity Fair. À travers ses couvertures iconiques, elle s'impose comme une muse intemporelle, mais aussi comme une femme moderne, cultivée, engagée. Elle ne se contente pas d'être photographiée, elle choisit ses projets avec soin, impose ses idées, construit son image comme une œuvre d'art. Mais l'événement qui bouleversera sa vie personnelle et la fera entrer dans une autre dimension est sa rencontre avec
Emilio Azcárraga Milmo, surnommé El Tigre. Ce magnate mexicain des médias, propriétaire de Grupo Televisa, est l'un des hommes les plus puissants d'Amérique latine. Il a plus de 30 ans de plus qu'elle. Adriana n'a que 22 ans lorsqu'elle devient sa 4e épouse. Ensemble, ils forment un couple mythique, un symbole de la haute société mexicaine. Elle devient une véritable princesse médiatique, évoluant dans un univers de luxe, de pouvoir et de culture. Le couple mène une vie flamboyante, ponctuée de réceptions prestigieuses, de voyages à bord du célèbre yacht Anay Echo. Un bijou flottant de 74 mètres, estimé à plus de 50 millions d'euros. Adriana évoquera plus tard cet endroit avec une grande émotion. C'est là que j'ai vu Emilio mourir, mais c'est aussi là que j'ai vécu des moments magiques avec nos amis. Ce yacht a accueilli des personnalités du monde entier. Gloria et Emilio Estefan, Julio Iglesias, le roi Juan Carlos. Une époque de faste et de drame, lorsque Emilio Azcárraga Milmo meurt d'un cancer, Adriana est confrontée à une épreuve terrible. Mais fidèle à sa force intérieure, elle décide de tourner la page et de reconstruire sa vie. Elle quitte le Mexique et s'installe en Europe, où elle ouvre un nouveau chapitre personnel et professionnel. Elle épouse ensuite Juan Villalonga, un homme d'affaires espagnol influent, ancien PDG de Ana Telefónica, et proche du Premier ministre José María Aznar. De leur union naissent 3 enfants, Paulina, Diego et Jimena. Pendant près de 10 ans, Adriana mène une vie de mère, d'épouse et de femme engagée. Mais comme souvent dans son parcours, cette histoire aussi connaîtra une fin. Adriana continue d'écrire sa propre légende. Elle entame une relation avec le financier français Emmanuel Schroeder, une liaison marquée par la complicité et les voyages. Mais cette histoire aussi se termine. Avant l'arrivée de roi Emmanuel Filiberto de Savoie, prince italien au charme discret, elle aura une brève liaison avec Max Falkenstein, un galeriste influent du monde de l'art. Adriana attire les hommes puissants, certes, mais elle ne s'y enferme jamais. Elle reste libre, indépendante, imprévisible. Au fil des ans, Adriana Abascal ne cesse de se réinventer. Loin d'être simplement la femme de, elle devient une entrepreneuse ambitieuse, une créatrice de tendances, une collectionneuse d'art respectée. Elle fonde sa propre marque de chaussures de luxe, Scorpios, inspirée de son signe astrologique, le Scorpion, et de l'île mythique de Scorpios, théâtre de l'idylle entre Aristote Onassis et Jackie Kennedy. Le choix de ce nom est tout sauf anodin. Il symbolise la passion, l'élégance et le pouvoir. Les créations de Scorpios séduisent Monroe par leur audace, leur féminité assumée et leur raffinement. Mais Adriana ne s'arrête pas là. Elle écrit, produit, participe à des émissions télévisées, s'investit dans la mode et la culture avec une rare intensité. Elle devient une voix incontournable dans les débats sur le rôle des femmes, sur l'image du luxe et sur les transformations du monde contemporain. Elle parle plusieurs langues, voyage constamment, assiste aux défilés les plus courus de Paris à Milan, sans jamais perdre son regard critique et sa singularité. Elle est aussi une amoureuse de l'art sacré, une véritable connaisseuse. Elle fréquente les galeries, soutient les artistes émergents, constitue une collection personnelle remarquable. Pour elle, l'art est un miroir de l'âme, une façon de comprendre le monde et de se rapprocher de l'essentiel. Sa vie oscille entre l'esthétique et la réflexion, entre la surface et la profondeur. Aujourd'hui, Adriana Abascal est bien plus qu'une ancienne reine de beauté. Elle est l'incarnation d'un destin hors du commun, celui d'une femme qui a traversé les épreuves avec grâce et courage, qui a aimé intensément, souffert profondément, mais qui n'a jamais cessé de croire en la beauté de la vie. Son histoire fascine, inspire, interroge. Elle nous rappelle que derrière les sourires des magazines se cachent des batailles intimes, des décisions difficiles, des renaissances. Adriana est une philosophie de vie. Celle de la métamorphose, de la liberté, de l'élégance assumée. Elle n'appartient à aucun pays, à aucun homme,
à aucune époque. Elle est éternellement elle-même, unique, insaisissable, éclatante. Emanuele Filiberto di Savoia contre Aimone di Savoia-Aosta. L'affrontement séculaire entre les cousins éclate à nouveau. Le dernier rebondissement dans la longue rivalité entre les deux branches de la maison de Savoia, incarné par le prince Emanuele Filiberto di Savoia et le prince Aimone di Savoia-Aosta, a fait sensation. Une déclaration d'Aimone di Savoia-Aosta, publiée dans le quotidien Corriere della Sera, a enflammé à nouveau la querelle qui existe depuis des générations au sein de cette famille royale. Aimone a exprimé son opposition à la restitution des bijoux familiaux de la maison de Savoia, une affaire qui a ravivé une rivalité déjà historique et souvent tumultueuse entre ces deux descendants des rois d'Italie. L'histoire remonte à 1946, année où la monarchie italienne a été abolie. Bien que la maison de Savoia n'ait plus de rôle officiel dans la politique italienne, les tensions au sein de la famille royale n'ont cessé de croître. Cette dynamique de rivalité entre les branches de la famille s'est intensifiée au fil du temps, alimentée par les divergences d'opinion sur des questions fondamentales. La position du chef de la maison de Savoia et, par extension, l'héritier du trône d'Italie, un trône qui n'existe plus, bien entendu. Ces querelles de succession semblent tout aussi tenaces que les traditions de l'aristocratie italienne, où chaque mouvement, chaque déclaration, prend une ampleur considérable. Tout a commencé avec une interview accordée par le prince Aimone di Savoia-Aosta au Corriere della Sera, dans laquelle il a dénoncé l'initiative de son cousin Emanuele Filiberto, qui réclame la restitution des bijoux historiques de la famille Savoia, actuellement conservés dans les coffres de la Banque d'Italie. Aimone a rejeté cette demande en des termes cinglants. C'est absurde. Ces objets appartiennent à la couronne, et selon l'article 13, ils ont été confisqués. Le fait qu'Umberto II les ait laissés à la Banque d'Italie prouve qu'il ne les considérait pas comme des biens privés. Ils doivent être restitués. Cette déclaration n'a pas manqué de provoquer une riposte immédiate et virulente de la part d'Emanuele Filiberto, qui a réagi par le biais d'une lettre officielle rédigée par son avocat, Sergio Orlandi. Dans cette lettre, il a contesté les propos de son cousin, défendant vigoureusement la position des héritiers du dernier roi d'Italie, Umberto II, et soulignant que les bijoux avaient été confiés à la Banque d'Italie dans l'espoir qu'ils soient un jour restitués à la famille. Ce nouvel épisode dans le feuilleton familial de la maison de Savoia met en lumière la division ancienne et persistante entre les deux branches. D'un côté, nous avons la branche principale, celle des Savoia-Carignano, représentée par Emanuele Filiberto, fils de Vittorio Emanuele di Savoia, l'héritier présomptif des dernières dynasties royales italiennes, et petit-fils d'Umberto II, dernier roi d'Italie. De l'autre côté, la branche secondaire des Savoia-Aosta, dont Aimone est le porte-parole actuel, descendant de la famille d'Amedeo di Savoia-Aosta. La querelle se joue principalement autour de la question de la légitimité du chef de la maison de Savoia, et donc du prétendant légitime à un trône d'Italie qui n'existe plus depuis plus de 70 ans. Pour comprendre l'origine de cette querelle, il est nécessaire de se pencher sur l'histoire de la maison de Savoia, une dynastie royale qui a régné sur l'Italie jusqu'à l'abolition de la monarchie après la Seconde Guerre mondiale. À l'origine, la maison Savoia était l'une des familles les plus influentes de l'Europe, ayant vu ses membres s'installer sur le trône d'Italie en 1861, avec Victor Emmanuel II, le premier roi d'Italie. Cependant, la monarchie italienne a connu une fin abrupte en 1946, lorsque le peuple italien a voté en faveur de la République, mettant fin à 85 ans de règne des Savoia. Cette période historique a donné naissance à des conflits internes au sein de la famille royale, notamment en ce qui concerne les droits successoraux. La famille s'est retrouvée divisée, avec d'un côté les partisans d'Emanuele Filiberto, qui défendent la position de leur père, Vittorio Emanuele, en tant qu'héritier légitime du trône d'Italie, et de l'autre, ceux qui soutiennent Aimone, membre de la branche cadette, mais descendant de la même lignée royale. Le cœur de la dispute réside dans la position de chef de la maison de Savoia, une fonction symbolique mais importante pour de nombreux partisans de la monarchie, qui considèrent que la lignée doit être maintenue vivante à travers ses représentants. Cependant, cette querelle sur la succession à un trône désormais obsolète semble de plus en plus être un affrontement pour des titres
et des prérogatives sans véritable pouvoir politique. Les différents membres de la famille sont désormais engagés dans un jeu de survie sociale et symbolique, alimenté par les enjeux historiques et familiaux. La rivalité entre Emanuele et Filiberto et Aimone est d'autant plus vive qu'elle touche à des symboles puissants de l'identité royale italienne, comme les bijoux de la famille. Ces objets précieux ne sont pas simplement des artefacts du passé, mais des symboles de pouvoir, de prestige et de légitimité, et chaque camp entend les utiliser pour revendiquer une certaine forme d'héritage. Pour Emanuele et Filiberto, la restitution des bijoux est une manière de rendre hommage à la mémoire de son grand-père, Umberto II, et de marquer son rôle en tant que représentant de la famille royale de Savoia. Pour Aimone, cependant, la question des bijoux semble être une tentative de préserver ce qu'il considère comme la continuité de la lignée royale, indépendamment des demandes de restitution qui, selon lui, ne sont que de vaines tentatives de récupérer des biens qui n'ont jamais été la propriété personnelle de la famille. Au-delà de l'enjeu des bijoux, cette querelle met également en lumière la division qui existe entre les partisans des deux branches de la maison de Savoia. En Italie, une partie de la population continue de soutenir l'idée d'une restauration monarchique, et la famille royale, bien que sans pouvoir politique, demeure un symbole de l'histoire du pays. Cependant, cette division interne, parfois ouverte et bruyante, n'aide pas à maintenir une image unifiée de la famille royale, et fait de cette guerre de succession un spectacle captivant pour les observateurs, mais profondément divisant pour les membres de la famille eux-mêmes. Le drame familial qui se déroule actuellement au sein de la maison de Savoia semble être une continuation d'une saga qui a commencé bien avant la fin de la monarchie, en 1946. Chaque déclaration, chaque mouvement, chaque retour de bâton entre les cousins Emanuele et Filiberto et Aimone s'inscrit dans une lutte pour maintenir vivante une partie du passé royal de l'Italie. Mais dans ce combat sans fin pour la reconnaissance et la légitimité, il est difficile de savoir si la monarchie de Savoia, même sous sa forme symbolique, peut encore servir d'unité ou si elle se verra inéluctablement démembrée par les querelles internes et les rivalités de ses héritiers.